Il existe un pays, en Europe, où plus d'un quart du territoire se trouve en dessous du niveau de la mer. Ce n'est pas une expression poétique. C'est un fait d'ingénierie. Si toutes les structures de protection cessaient de fonctionner pendant un seul jour, des villes entières, avec des millions de personnes, seraient submergées en l'espace de quelques heures. Et pourtant, ce pays existe depuis plus de 1000 ans. La question qui guide cette vidéo n'est pas « est-ce possible ?» La réponse à cette question, nous la connaissons déjà. C'est possible, parce que cela se produit en ce moment même, pendant que vous regardez cette vidéo. La vraie question est autre, plus dérangeante. Comment un peuple a-t-il réussi à maintenir, génération après génération, un territoire que la nature elle-même semble rejeter? Et pourquoi, après des siècles à gagner cette guerre contre l'océan, ce même pays a-t-il décidé, à certains endroits, d'arrêter de lutter et de rendre volontairement de la terre à la mer? Cette dernière partie est celle que presque personne ne raconte. Et c'est là que cette vidéo veut nous mener. Nous parlons des Pays-Bas, un nom qui, en réalité, est déjà un indice, terre basse. Mais ce que ce nom cache, c'est l'une des opérations d'ingénierie collective les plus longues et les plus silencieuses de l'histoire humaine, une opération qui a commencé avec des pelles et de la tourbe au XIe siècle et qui continue aujourd'hui avec des capteurs, des vannes automatisées et une intelligence artificielle surveillant le niveau de la mer en temps réel. Pour comprendre pourquoi cela est étrange, il faut comprendre la géographie réelle de l'endroit. Une grande partie du territoire néerlandais n'est pas, à l'origine, une terre ferme au sens où nous avons l'habitude de le penser. C'est un delta, c'est un marécage. C'est un terrain formé par la rencontre de trois grands fleuves européens, le Rhin, la Meuse et l'Escaut, avec la mer du Nord. Un delta, par définition, est instable. C'est un territoire que la nature construit et déconstruit continuellement, avec les marées, les tempêtes et les crues des fleuves. Ce n'est pas le genre d'endroit où les civilisations ont l'habitude de décider de s'installer de façon permanente et à grande échelle. Et pourtant, c'est exactement là que l'une des nations les plus densément peuplées d'Europe a décidé de s'installer, de grandir et de ne plus jamais partir. C'est à partir du Moyen Âge que cette relation de risque a commencé à se transformer en méthode. Des communautés d'agriculteurs, dès le XIe siècle, ont commencé à drainer les marécages autour des rivières et des canaux pour transformer la boue en terre cultivable. Le processus était artisanal, presque rustique selon les standards d'aujourd'hui. Ils creusaient des fossés pour diriger l'eau, érigeaient de petites digues de terre compactées et, plus tard, se sont mis à utiliser des moulins à vent pour pomper l'eau excédentaire hors de ces zones clôturées. Le nom donné à ces zones de terre reconquises est polder. Et voici le premier détail qui devrait déjà sonner étrangement. Un polder n'est pas une terre qui était simplement sèche et qui a été protégée. C'est une terre qui a été activement arrachée à l'eau et qui, sans entretien constant, redeviendrait de l'eau en peu de temps. Ce détail, à lui seul, change déjà la façon dont nous devrions regarder la carte de ce pays. Chaque champ vert, chaque route droite traversant un paysage plat, chaque vache broutant tranquillement, existe sur un territoire qui, techniquement, devrait être submergé. Autrement dit, des parties entières de ce pays n'existent pas par hasard géologique. Elles existent parce que chaque jour, depuis des décennies, depuis des siècles, quelqu'un empêche activement qu'elles disparaissent. Mais maintenir un polder au sec n'est pas une tâche qui se fait toute seule. Et c'est ici qu'apparaît l'un des aspects les plus curieux et les moins connus de cette histoire. Pour administrer ce système de drainage, les communautés médiévales ont dû créer quelque chose que les historiens considèrent aujourd'hui encore comme l'une des formes de gouvernement démocratique local les plus anciennes au monde. C'étaient des conseils régionaux formés par des propriétaires de terres voisines qui se réunissaient pour décider collectivement comment et quand l'eau serait drainée, qui paierait pour l'entretien des digues et que faire lorsqu'un tronçon menaçait de céder. Ces conseils existent sous des formes modernes, jusqu'à aujourd'hui. Autrement dit,
La survie physique de ce pays a toujours été liée à sa capacité de coopération collective. Sans accord entre voisins, pas de digue. Sans digue, pas de terre. Sans terre, pas de peuple. Cela suffirait déjà comme trame pour tout un documentaire. Mais l'histoire devient plus tendue lorsqu'on comprend que cette ingénierie médiévale, aussi ingénieuse soit-elle pour son époque, avait une limite. Et cette limite serait testée, des siècles plus tard, de la façon la plus brutale possible. Au fil des siècles, le système de digues, de polders et de moulins a grandi en échelle et en ambition. Ce qui avait commencé comme de petites communautés protégeant de petites zones est devenu un projet national, coordonné, de plus en plus audacieux. Au début du XXe siècle, les ingénieurs néerlandais franchissaient une étape encore plus radicale: fermer un bras entier de la mer du Nord. L'ouvrage est devenu connu sous le nom de projet du Zuiderzee, un ancien golfe maritime qui pénétrait profondément dans le territoire, exposant des villes entières aux marées et aux tempêtes venues directement de la mer ouverte. La solution proposée semblait, pour beaucoup à l'époque, presque absurde. Construire un barrage de 32 km de long, traversant un bras de mer, pour le séparer définitivement du reste de l'océan, le transformant peu à peu en un lac d'eau douce contrôlable. Ce barrage, achevé en 1932, existe encore. Aujourd'hui, il est possible de le traverser en voiture, sur ce qui ressemble à une route ordinaire, sans se rendre compte que, d'un côté, se trouve la mer ouverte, de l'autre, un lac entier qui était autrefois la mer aussi, et qui ne l'est plus seulement parce qu'une ligne de pierre et d'argile en a décidé ainsi. Peu de routes dans le monde portent, discrètement, une décision géographique aussi définitive que celle-ci. Ce type d'ouvrage a placé les Pays-Bas dans une position unique sur la planète, un pays qui ne se contente pas de se protéger de l'eau, mais qui redessine activement où l'eau a la permission d'exister. Ce n'est pas exagéré de dire que, dans un certain sens, ce peuple a appris à éditer son propre littoral. Seulement, cette confiance croissante dans l'ingénierie portait un risque caché, un point aveugle que personne n'avait testé dans des conditions suffisamment extrêmes. Et, en février 1953, ce risque se révélerait de la façon la plus dévastatrice possible. L'explication simple, celle qui apparaît dans n'importe quel résumé rapide sur le sujet, a tendance à être « les Néerlandais ont construit des digues et c'est pourquoi ils sont protégés ». Mais cette explication cache un détail crucial. Les digues du milieu du XXe siècle n'ont pas été conçues pour le pire scénario physiquement possible. Elles ont été conçues pour le pire scénario que les ingénieurs de l'époque pouvaient imaginer sur la base des données dont ils disposaient jusque-là. Et il existe une différence énorme entre ces deux choses. Dans la nuit du 31 janvier au 1er février 1953, une combinaison rare de facteurs s'est alignée au-dessus de la mer du Nord. Une tempête de vent exceptionnellement forte, venue d'une direction spécifique, a coïncidé exactement avec la marée de pleine lune, poussant une quantité d'eau bien au-delà de toute prévision contre la côte néerlandaise, en particulier dans la région du sud-ouest du pays, connue sous le nom de Zélande. Les digues, en dizaines de points différents, n'ont tout simplement pas tenu. Elles se sont rompues au cours de la nuit, lorsque la majeure partie de la population dormait sans aucun système d'alerte capable de prévenir à temps. L'eau a envahi des villages entiers sans aucun avertissement. Des familles se sont réveillées, avec l'eau déjà dans la maison. Plus de 1800 personnes sont mortes en une seule nuit. Des dizaines de milliers de maisons ont été détruites, et des centaines de milliers d'animaux, essentiels à l'économie agricole de la région, sont morts, noyés. Ce fut, jusqu'à aujourd'hui, l'une des pires catastrophes naturelles de l'histoire moderne de l'Europe occidentale. Et voici le point le plus dérangeant de toute cette partie de l'histoire. Cette tragédie ne s'est pas produite malgré l'ingénierie néerlandaise. Elle s'est produite parce que l'ingénierie de ce moment-là n'avait pas encore compris la véritable ampleur du problème qu'elle essayait de résoudre.
Le pays avait passé des siècles à gagner de petites batailles contre l'eau, et cela, paradoxalement, avait créé un faux sentiment que le problème était déjà résolu. Ce n'est qu'après le désastre que le pays a posé la question qu'il aurait dû poser des décennies plus tôt. Quel est, exactement, le niveau de protection nécessaire pour garantir qu'une telle tragédie ne se reproduise plus jamais? La réponse à cette question donnerait naissance à l'un des plus grands programmes d'ingénierie hydraulique jamais exécutés par une nation dans l'histoire. Un plan qui prendrait plus de 40 ans à être achevé et qui, aujourd'hui encore, continue d'être ajusté. À partir de la tragédie de 1953, un projet baptisé les Travaux du Delta a vu le jour. L'idée centrale était de réduire drastiquement l'étendue de la côte exposée directement à la mer ouverte, en fermant les principaux estuaires de la région du Sud-Ouest par une série de barrages, de vannes et de digues monumentales, raccourcissant de centaines de kilomètres la ligne de côte qui devrait être défendue directement. Mais toutes ces barrières n'ont pas été construites de la même façon, et c'est justement dans cette différence que réside l'un des détails les plus révélateurs de cette histoire. Au départ, le plan prévoyait de fermer complètement l'un des estuaires les plus importants de la région, l'estuaire de l'Escaut oriental, de la même façon que cela avait été fait avec le Zuiderzee des décennies auparavant. Mais des pêcheurs, des biologistes et des communautés locales s'y sont fortement opposés. Fermer complètement cette zone détruirait entièrement un écosystème marin très riche, dont des milliers de familles dépendaient pour vivre de la pêche et de la culture des coquillages. La réponse de l'ingénierie néerlandaise à ce conflit fut, peut-être, le projet le plus sophistiqué de toute l'histoire du pays. Au lieu d'un barrage solide et permanent, ils ont construit une barrière de vannes mobile sur 9 km de long, appuyée sur 65 piliers de béton, chacun ayant le poids d'un immeuble entier. Cette structure reste ouverte la plupart du temps, permettant à la marée, aux poissons et à l'écosystème marin de continuer à fonctionner presque normalement. Elle ne se ferme que lorsque des capteurs météorologiques détectent un risque réel de tempête sévère. C'est, à la fois, une muraille et une porte selon le jour. Des décennies plus tard, cette même philosophie serait poussée encore plus loin dans une autre structure, près de la ville de Rotterdam, l'un des ports les plus fréquentés de la planète. Là, l'ingénierie devait résoudre un problème presque contradictoire. Protéger la ville de la mer sans jamais interrompre le flux constant de navires qui soutient une grande partie de l'économie du pays. La solution fut la barrière de Messlan, 2 bras gigantesques, chacun de la taille approximative de la tour Eiffel couchée, qui restent ouverts la plupart du temps, permettant le passage normal des navires et qui se ferment automatiquement, tout seuls, sans intervention humaine directe, lorsque des capteurs détectent un risque réel de tempête. C'est un système tellement automatisé que, selon les ingénieurs responsables eux-mêmes, il a été conçu pour fonctionner, même si toute l'équipe humaine responsable était, pour une raison quelconque, incapable d'agir. C'est ici que les interprétations sur l'avenir de ce système commencent à diverger. L'hypothèse la plus conservatrice est optimiste, avec une surveillance constante, une mise à jour technologique continue et un investissement public soutenu sur des générations. Le système néerlandais peut, en théorie, continuer à protéger le territoire indéfiniment, même face à l'élévation du niveau de la mer prévue pour les prochaines décennies. Mais il existe une hypothèse plus intrigante et plus inconfortable qui gagne du terrain parmi une partie des spécialistes néerlandais eux-mêmes. Elle suggère qu'à un moment donné, résister sur chaque centimètre de territoire cessera d'être la stratégie la plus intelligente. Que la réponse à l'avancée de l'eau n'est peut-être pas seulement de construire plus haut et plus fort, mais aussi d'accepter, en des points stratégiques, de reculer. Cette deuxième hypothèse ne nie pas le succès de l'ingénierie néerlandaise. Bien au contraire, elle naît justement au sein de cette tradition d'ingénierie parmi des personnes qui ont passé leur vie à étudier le comportement de l'eau. Mais elle propose que ce succès puisse avoir un plafond et que reconnaître ce plafond, plutôt que de l'ignorer, puisse être exactement ce qui garantit la survie du pays à long terme.
Et c'est ici que nous arrivons au détail le plus étrange de toute cette histoire, celui que peu de gens en dehors des Pays-Bas connaissent. Depuis des décennies, les ingénieurs et hydrologues néerlandais ont remarqué quelque chose de troublant. Plusieurs des zones de polder les plus anciennes, celles conquises il y a des siècles, continuent de s'enfoncer année après année. Non pas à cause de la montée de la mer, mais par un processus complètement différent. La terre, drainée elle-même, riche en tourbe, perd du volume et se compacte lentement lorsqu'elle est exposée à l'air et maintenue sèche pendant des générations. Sans là. Présence constante d'eau, le sol organique rétrécit littéralement. Dans certaines régions, le terrain descend de plusieurs centimètres chaque décennie, dans un processus silencieux, presque imperceptible d'une année sur l'autre, mais implacable à l'échelle du siècle. Cela signifie quelque chose de profondément contre-intuitif. Dans certaines parties du pays, la distance entre la Terre et le niveau de la mer n'augmente pas seulement à cause du climat et de la fonte des glaciers dans d'autres parties de la planète. Elle augmente aussi parce que le sol lui-même s'enfonce sous les pieds des gens qui y vivent. Ce sont deux forces différentes, poussant dans la même direction, en même temps. Face à ce scénario, les ingénieurs ont commencé à tester des solutions qui, il y a des décennies, auraient été considérées comme impensables pour un pays avec cette histoire de résistance. L'une d'elles est un projet baptisé « moteur à sable » sur la côte ouest du pays. Au lieu d'étaler du sable manuellement sur des kilomètres de plage, chaque fois que l'érosion progresse, les ingénieurs ont déposé, en une seule fois, une quantité énorme de sable en un point stratégique unique de la côte, formant artificiellement une péninsule temporaire. L'idée est de laisser les courants marins eux-mêmes, au fil des années, redistribuer ce sable naturellement le long du littoral, faisant le travail de protection côtière de façon plus économique, plus durable et plus proche des processus naturels que ne pourrait le faire n'importe quel mur de béton. Mais la réponse la plus surprenante de toutes, et peut-être la plus révélatrice de la nouvelle mentalité qui prend forme dans le pays, est une autre. Face au constat que résister sur chaque mètre carré n'est pas toujours la stratégie la plus efficace, le pays qui a passé 1000 ans à lutter pied à pied pour arracher de la terre à la mer, a commencé à faire l'inverse en des points soigneusement sélectionnés. Il a rendu délibérément quelques polders à la rivière et à la mer. Le nom technique est dépoldérisation, mais ce que cela signifie en pratique est simple et presque poétique. Rouvrir des digues que les ancêtres ont construites avec tant d'efforts et laisser l'eau revenir par choix et non par désastre. L'un des exemples les plus discutés s'est produit à la frontière entre les Pays-Bas et la Belgique, dans une zone agricole qui, après des générations d'utilisation comme polder, a été rendue à l'estuaire voisin dans le cadre d'un accord environnemental plus large entre les deux pays. Des agriculteurs locaux, dont les familles Pewavedlat travaillaient cette terre pendant des générations, ont vu l'eau revenir à un endroit que leurs grands-parents lui avaient arraché. Pour certains, ce fut une perte douloureuse. Pour les ingénieurs et biologistes impliqués, ce fut la preuve qu'il était possible de transformer un symbole de défaite en un gain écologique réel, en restaurant un écosystème de marée qui avait disparu depuis des décennies. Ce mouvement fait partie d'une philosophie plus large, adoptée par le pays au cours des dernières décennies, souvent résumée dans l'expression « espace pour le fleuve ». Au lieu d'essayer de contenir l'eau en tout point possible, en élevant les digues toujours plus haut, indéfiniment, créer des zones spécifiques, planifiées à l'avance, où l'eau a la permission de s'étendre pendant les crues, soulageant la pression sur les régions densément peuplées en aval. Il existe encore un autre front, plus expérimental, qui pointe dans la même direction. Dans des quartiers spécifiques de certaines villes néerlandaises, des architectes construisent déjà des maisons flottantes, conçues pour monter et descendre selon les variations du niveau de l'eau, attachées à des structures fixes qui les empêchent de se déplacer latéralement. Ce ne sont pas des maisons d'urgence, ni des solutions temporaires. Ce sont des quartiers résidentiels permanents, avec adresse, infrastructure
et voisinage, conçus dès le départ pour cohabiter avec l'eau, plutôt que de simplement la bloquer. Autrement dit, la nation devenue symbole mondial de résistance contre la mer est, silencieusement, en train d'apprendre à négocier avec elle, plutôt que de simplement la combattre sur tous les fronts, tout le temps. Ce même schéma, celui d'une civilisation qui redessine physiquement le territoire où elle vit, déplaçant les limites entre ce qui est terre et ce qui ne l'est pas, apparaît dans un autre mystère qui défie également notre lecture du passé. Des lieux construits dans des conditions qui, à première vue, semblaient impossibles, bien avant l'existence de toute technologie moderne pour les justifier. C'est le même type de question qui guide notre vidéo sur les 15 sites érigés avant l'écriture et avant les premières villes. Des structures qui, comme les digues néerlandaises, nous obligent aussi à nous demander de quoi une communauté humaine est-elle capable de construire lorsqu'elle décide qu'un lieu impossible va devenir habitable. Ce que ce pays nous montre, en fin de compte, n'est pas seulement une victoire d'ingénierie. C'est une relation de 1000 ans avec un adversaire qui n'accepte jamais définitivement la défaite, un adversaire patient qui teste chaque faiblesse, chaque décennie, chaque génération. Et la leçon la plus récente que ce peuple a apprise est peut-être la plus sage de toutes. Parfois, survivre ne signifie pas vaincre la nature sur chaque mètre carré. Cela signifie savoir, avec une précision chirurgicale, où il vaut la peine de continuer à lutter et où il est plus intelligent de reculer. Et s'il existe un pays qui a appris à négocier sa propre existence physique avec l'océan, pied à pied, siècle après siècle, peut-être que la question qui demeure est celle-ci. Quels autres endroits dans le monde, en ce moment même, mènent cette même négociation silencieuse avec la nature sans que la plupart d'entre nous ne s'en rendent même compte?